Aujourd'hui, retour sur l'UFC Tampa, une nouvelle promotion de MMA voit le jour et vous allez le voir, son organisation est très particulière, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le lundi 16 décembre 2024, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Joaquin Buckley, en conférence de presse ce week-end, après avoir battu Colby Covington, a déclaré qu'il aurait aimé aller jusqu'au round 4, voire le round 5, ne serait-ce que pour voir comment son corps réagit. Concernant son adversaire, il s'attendait à ce qu'il soit très résistant physiquement et mentalement. Il n'a pas été déçu. On lui a demandé aussi s'il avait hésité quand on lui a annoncé qu'il allait affronter Colby Covington, avec un profil de lutteur, alors qu'il se préparait à affronter Gary, qui a plutôt un profil de striker. Lui répond qu'il a énormément travaillé sa lutte ces derniers temps, donc il était sûr de lui. Il s'attendait aussi à ce que Covington lui mette une grosse pression dès le début, donc il n'a pas été surpris. Moi, personnellement, je trouve que la pression de Covington était un peu moindre que ce qu'il proposait à la grande époque de Colby Covington il y a quelques années. Maintenant, il a quand même été de l'avant, je dirais. Pour la suite de sa carrière, il pense que les fans devraient décider de qui sera son prochain adversaire. Il avait appelé Kamaru Usman tout de suite après le combat. Lui pense quand même que c'est le combat que veulent voir les gens. Je ne sais pas. Ensuite, il le dit, voilà, on verra. Si c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça. Sinon, on va voir ce que me propose l'UFC. Et enfin, si l'UFC lui propose un short notice pour le titre, donc contre Bilal Mohamed ou Shavkat Rakhmonov, puisque c'est ça, c'est ce qui va se passer dans les mois à venir, il le prendra sans hésitation. Je vous donne quand même mon avis sur ce combat. Je trouve que Covington n'a plus le même rythme qu'avant. Il arrivait dans ses grandes années à compenser son manque de puissance dans les points par un rythme de dingue, par une grosse pression. Il mixait très bien les choses. Là, même en lutte, qui est son domaine, on a senti un manque de puissance. Et puis Buckley, de son côté, je le mettais pas vainqueur dans ce combat pourtant, mais il a été ultra explosif. Toutes les frappes sont mises pour faire mal. Et franchement, respect à lui. Il a fait un très beau combat. C'est peut-être pas le meilleur Covington qu'on ait vu dans la cage, mais faut pas enlever à Buckley qu'il a fait un super combat. Dans le co-main event de la soirée, Cub Swanson s'est imposé par KO face à Billy Quarantillo. En conférence de presse, il explique avoir douté pendant le combat, mais avoir pris beaucoup de plaisir. Il voulait être fier de sa performance si c'était la dernière fois qu'il apparaissait dans l'octogone. Il a l'air d'être très fier de lui. Concernant la suite, il attend de voir comment son corps va se remettre. Est-ce qu'il y a des blessures ou non? Est-ce qu'il lui faut longtemps avant de retourner à l'entraînement? Mais surtout, ce qui va compter, c'est l'avis de son entourage. On comprend en demi-mot que ça y est, il passe à autre chose. Sa femme le pousse à arrêter. Il explique que dans sa famille, tout le monde lui dit que c'est le moment de raccrocher. En plus, il déclare être plus intéressé maintenant par le coaching que par le combat. Après, si c'est un combat intéressant, si l'UFC vient avec une belle offre, pourquoi pas Duo Choi? D'ailleurs, il explique que le combat qu'il a déjà eu contre Duo Choi, qui avait été Fight of the Year, combat de l'année, est un des meilleurs moments de sa carrière. Donc la suite pour notre ami Cub Swanson, je ne sais pas. En tout cas, dans l'octogone, il a été très bon. J'ai quand même douté parce que, pour vous donner mon avis sur ce combat, il avait dit avant qu'il avait beaucoup les mains basses pour inciter son adversaire à frapper et venir le contrer. Pourtant, dans le premier round, c'est lui qui était l'agresseur. Billy Quarantillo avait un peu de mal à lire ses entrées, il prenait beaucoup de coups. Par contre, quand Quarantillo s'est remis dans le mix, je me suis dit attention, ça va être très dur pour Swanson. J'avais l'impression que Quarantillo prenait l'ascendant petit à petit. Par contre, le KO, il est magnifique, la frappe, elle est déliée, tout le corps part, boum, il n'y a que le point qui est fermé, qui est dur. Le bras, il part, c'est magnifique, j'ai adoré le KO. Quarantillo qui s'écroule, il n'y a rien à dire. En effet, si c'était la dernière apparition de Cub Swanson dans l'octogone, je pense qu'il peut être fier de lui. Manel Capé, lui, s'est imposé sur Silva. Magnifique performance. Je l'ai trouvé rapide, avec un très bon timing, de magnifiques déplacements. Il était en maîtrise, et puis à la fin du combat, Silva était coulé. Sous une pluie de coups, il ne savait plus quoi faire. L'arbitre a bien fait d'arrêter. En conférence de presse, Capé déclare qu'à 31 ans, il ne veut pas attendre. Il veut être actif. On lui a aussi demandé s'il avait eu peur des grosses frappes de Silva, parce qu'à la fin, même si Silva semblait être perdu, quelques instants avant de s'écrouler, il a envoyé quelques gros coups, un peu des Ave Maria comme on dit, le coup de la dernière chance. Lui, il répond que pas du tout. Il savait que Silva ne pouvait pas tenir ce rythme-là pendant bien longtemps. Et puis surtout, il avait vu son langage corporel changer, et il sentait que c'était la fin pour son adversaire. Il y en a beaucoup qui ont suivi Manel Capé à l'époque du Rising, si je dis pas de bêtises. Et là, vraiment, c'est le genre de performance qu'il proposait là-bas. Depuis qu'il était à l'UFC, on ne l'avait pas encore vu à ce niveau.
C'est vrai qu'un capé à ce niveau-là, tu te dis que contre Pantoja, je dis pas qu'il va le battre, mais ça peut donner un combat de très haut niveau et j'ai vraiment hâte de voir la suite pour lui. Dana White a déjà déclaré qu'il ne serait pas le prochain pour le titre, mais qu'ils allaient lui donner un combat très intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ça. On avait aussi Petrino contre Jacobi, et là j'ai pas vu venir le chaos. C'était pas le combat le plus divertissant. Pourtant Petrino venait pour frapper fort, venait pour faire des dégâts, mais Jacobi il était ultra défensif. Dans le troisième round, on a eu un peu plus d'action jusqu'à ce magnifique KO de Jacobi que j'ai pas vu venir. Je me disais que là, Jacobi n'avait pas envie d'être là, il défendait très bizarrement, les mains hautes. Son langage corporel, encore une fois, n'envoyait pas de signaux positifs. En conférence de presse, il a déclaré que c'était le game plan. Il fallait être patient, c'est quelque chose qu'il a beaucoup de mal à faire. Mais là, il a réussi, il est fier de lui. Apparemment, dès la fin du premier round, ses coachs étaient fiers de lui. Je comprends pas trop. Lui aussi dit oui, je trouve que j'ai fait un bon premier round et un bon deuxième round. Bon, écoutez, je vous laisse juger là-dessus. Dana White lui a aussi déclaré qu'il avait beaucoup aimé sa performance et pour la suite, il n'a pas de nom en tête, pardon. Il laisse venir les choses et on lui a posé une question très intéressante. Avant ce combat-là, sur ses 5 derniers combats, c'était 4 défaites, une victoire. Est-ce qu'il se sentait au pied du mur? Il répond que non, qu'il n'avait aucun stress. Même s'il n'avait qu'une seule victoire sur ses 5 derniers combats, dans la plupart de ses apparitions, il était plutôt bon, plutôt divertissant. Donc il sentait que l'UFC l'avait encore à la bonne et qu'il n'était pas tant au pied du mur que ça. Moi je pense qu'une défaite après la prestation qu'il avait livrée serait peut-être la dernière fois qu'on le voyait à l'UFC. Peut-être que lui a des infos que nous n'avons pas, mais moi jusqu'à ce qu'il mette ce KO, j'étais pas très rassuré pour lui dans le combat, mais aussi pour la suite de sa carrière. Toujours un peu plus bas sur la carte principale, on avait Yanis contre Marco. Marco qui le remporte à la split décision. On a eu de très beaux échanges. J'ai trouvé que c'était très intelligent de la part de Marcos d'aller au sol dans le troisième round. Il avait l'air vraiment au bout, son cardio l'avait complètement lâché, c'était très dur. C'était un combat très serré, un très beau combat. Yanis, malheureusement, il ne renoue pas avec la victoire, mais ça reste un combattant très divertissant. Et je pense que l'UFC va quand même bien s'occuper de lui pour la suite. Après, je peux comprendre que ça va être dur mentalement pour lui de rebondir. Même si tu fais une bonne performance, ça reste une défaite. On avait beaucoup d'espoir sur lui au début de sa carrière. Là, ça commence à plafonner. Mais je pense qu'il peut nous offrir encore de très belles choses dans l'octogone. Et puis, cette carte principale, on l'avait ouverte avec Sterling qui a battu Tokos. Gros premier round de Sterling, tu sens qu'il a de la puissance. Maintenant, voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus. Je dirais attention au cardio, peut-être. Est-ce que s'il arrive à se hisser au sommet de la catégorie, il va tenir des 3 rounds sur un gros rythme, voire des 5 rounds? Je ne sais pas, j'attends à vous de voir. On a des réponses à aller chercher par là. Et puis sa lutte, est-ce qu'il va avoir une lutte qui va lui permettre d'arriver tout là-haut? Je ne sais pas non plus. Surtout si la lutte n'est pas son truc, quand il va tomber sur des adversaires qui vont mixer la lutte et le striking. Ça va lui taper dans le cardio. Est-ce qu'il va tenir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est un combattant qui peut nous offrir lui aussi des bons moments dans la cage et surtout, je l'espère, de très beaux KO. Et on termine avec cette UFC Tempa par la conférence de presse de Dana White qui a commencé par revenir sur le main event de la soirée. Il n'a rien enlevé à Joaquin Buckley. Il pense que c'était une très belle performance de sa part. D'ailleurs, il ne ferme pas la porte à un combat entre lui et Kamaru Usman, ce qui serait plutôt bon. Mais il pense quand même que le médecin, si le combat avait lieu à Vegas, n'aurait pas arrêté le combat. Maintenant, voilà, il parle pas de vol, il parle pas de scandale. Il a aussi tenu à rendre hommage à Colby Covington en expliquant qu'il était très durable, que beaucoup seraient tombés samedi soir, mais pas lui. On sait que les deux sont assez proches. Moi, personnellement, je pense pas qu'on reverra Covington dans l'octogone. Là, il a définitivement dit au revoir à la ceinture et je ne le vois pas faire des combats qui n'ont aucun sens pour se rapprocher du titre, mais je peux me tromper. Il a aussi eu un mot du co-main event et d'après lui, si Cub Swanson doit se retirer sur ce genre de performance, c'est une très belle chose et il ne s'y opposera pas. On lui a posé une question assez intéressante. Ça fait 17 ans que Dana White s'occupe de l'UFC. Quel est son plus beau souvenir? Quelle est la plus grande chose qu'il a réussi à accomplir? Forcément, il cite l'événement qui a eu lieu au mois de septembre à la Sphère. Et puis il va même jusqu'à dire que si son équipe de production n'est pas récompensée par un awards ou quelque chose, c'est vraiment que personne ne peut avoir d'awards. Il a aussi parlé de Dustin Poirier en expliquant qu'il avait des négociations avec ce dernier en ce moment et qu'une très bonne nouvelle pourrait tomber très prochainement. Concernant Ilia Topuria, il n'a rien voulu déclarer sur la suite, mais il confirme que l'UFC veut se rendre et va se rendre en Espagne pour un pay-per-view. On suppose donc que Topuria sera le main event de ce pay-per-view.
Et puis concernant le combat entre John Jones et Aspinall, il est ultra confiant. Il explique que John Jones est quelqu'un de très particulier. D'habitude, les combattants devant les caméras te disent je suis prêt à affronter un tel, mais quand tu ouvres les négociations, c'est totalement différent. Et bah avec John Jones, c'est l'inverse. Devant les caméras, il te dit qu'il ne veut pas affronter quelqu'un, et puis finalement, quand tu ouvres les négociations, il a l'air plutôt enclin. Donc il est très confiant pour ça. Et puis il a terminé en annonçant qu'il allait avoir une très grosse surprise pour tout le monde en 2025, mais il n'en a pas dit plus. J'ai vraiment hâte, de savoir ce que ça peut être. Maintenant, c'est les vacances, on va être 4 semaines sans combat. Il explique que dès le mois de janvier, il va repartir avec, de nouvelles annonces. Direction l'UFC 311 maintenant, et la semaine dernière, je vous parlais de Renato Moicano. Aujourd'hui, ça va être son adversaire, Benel Dariush, qui a commencé l'interview en expliquant qu'il était très heureux de combattre dans son état, en Californie, et en plus au mois de janvier. Le timing ne pouvait pas mieux tomber. On lui a demandé, hein: «Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire?» Bon, premièrement, il répond qu'il n'était pas en mesure de choisir, hein, vu la mauvaise série sur laquelle il est. Il ne pouvait pas imposer un adversaire à l'UFC. Maintenant, c'est Moïcano, il est très content de ça. C'est un adversaire qui est sur une belle série de victoires, qui a montré qu'il était capable de s'imposer, même quand les choses étaient très mal engagées pour lui. Et donc, il a très hâte de voir s'il va être capable de résoudre le puzzle. Il estime être meilleur dans tous les domaines, mais ce qui va être sa grosse force, c'est surtout les transitions. D'après lui, il est vraiment un cran au-dessus du Brésilien dans ce domaine. On aura la réponse au mois de janvier. Et puis on lui a posé une autre question assez intéressante, qui est à savoir, Moïcano a déclaré qu'il était assez déçu de t'affronter, il pensait mériter quelqu'un de plus haut classé. Et sa réponse, elle est simple, hein. Lui aussi, il s'est retrouvé un moment sur une série de victoires. Il avait enchaîné les victoires, et on lui avait mis face à lui Diego Ferreira, qu'il avait déjà battu par le passé en plus. Donc il avait été frustré, mais il est passé par là, il comprend donc Moïcano. Et puis surtout, quand il a affronté Tony Ferguson et qu'il l'a battu, ça a été le seul à cette époque-là à battre Tony Ferguson et à ne pas avoir son combat pour le titre. Forcément, il avait ressenti de la frustration, mais maintenant, comme il le dit, l'UFC me met face à Renato Moicano, il faut que je le batte, peu importe ce qu'en pense le Brésilien. Dricus du Plessis, lui, assure qu'il n'a jamais refusé Khamzat Chimaev, que ce sera le prochain, mais que les négociations, il ne sait pas pourquoi, n'ont pas abouti cette fois-là. Concernant son futur adversaire, Sean Strickland, il a beaucoup appris de leur premier combat. Je rappelle qu'il a pris la ceinture à Strickland, hein, il y a à peu près un an maintenant. Il pense seulement qu'il doit démarrer plus tôt dans la revanche. Il avait été un peu trop passif dans les 2 premiers rounds, et il met ça sur le dos de la pression, et il explique qu'il était challenger à l'époque, voilà, qu'il avait eu du mal à rentrer dans le combat, mais que ce ne sera pas le cas cette fois-là. Il pense aussi qu'il y a une grosse différence entre lui et tous les gars que Strickland a battus, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les mecs avaient trop peur de la puissance de frappe de Strickland, du coup ils étaient sur le reculoir et ils se faisaient manger petit à petit quand le rouleau compresseur se mettait en route. Lui, ce sera différent parce qu'il a une grosse puissance de frappe et il n'aura pas peur de prendre un coup de la part de Strickland pour en donner un autre, et il pense se faire respecter debout dans les échanges en anglaise par l'américain. Et puis enfin, il a fini par comparer son style avec celui de Strickland. Lui s'estime être un finisseur, il a fini beaucoup de combats, alors que Strickland va beaucoup à la décision partagée. C'est peut-être pas faux, maintenant dans l'octogone ça ne change rien. Une victoire est une victoire. Son premier combat contre Strickland c'était ultra serré. Ça pourrait être la même chose là, la revanche. De quel côté la balance va basculer? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai très hâte de voir ce combat. Sinon, c'est officiel, Imavov va affronter Adesanya le 1er février en Arabie Saoudite. Magnifique opportunité pour Nassourdine. Je pense que si tu bats Adesanya, tu es tout de suite dans la conversation pour la ceinture. Et franchement, c'est une très bonne chose pour lui, pour sa popularité aussi, hein. Avoir son nom en main event à côté de celui d'Adesanya, ça va être magnifique. Très très bonne nouvelle pour lui. Et sur la même carte, on a Michael Venom Page qui monte d'une catégorie pour aller chercher Sharafutdin Magomedov. Magomedov, c'est le moment d'accrocher le premier gros nom à son palmarès, en MMA en tout cas. Ça va être intéressant, moi je pense que Venom Page est beaucoup plus précis, beaucoup plus technique. Il pourrait contrer Magomedov. Maintenant, Magomedov, il est surprenant. Tu vois pas forcément ses coups venir. Il fait des combinaisons que personne ne fait, donc lui aussi pourrait surprendre Michael Venom Page. Mais j'ai vraiment très hâte de voir ce combat. Une autre annonce, Curtis Blade va affronter Rizvan Kuniev à l'UFC Seattle le 22 février. Movsar Evloev, lui, appelle Alexander Volkanovski à venir l'affronter. Je suis pas très confiant pour lui, hein. Maintenant, il y a Diego Lopez qui est dans la conversation, je ne sais pas ce que ça va donner, il a raison de tenter sa chance. Aljamain Sterling, je vous disais la semaine dernière qu'il n'était pas sûr de la suite, est-ce qu'il allait prendre sa retraite? Il se voyait pas regrimper tous les échelons pour arriver jusqu'au titre. Maintenant, il sort sur les réseaux sociaux et aimerait un retour au mois de mars. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on le reverra dans l'octogone.
Et puis, une nouvelle ligue de combat qui voit le jour, le GFL, la Global Fight League, pardon. Alors là, ça va être très particulier. Déjà, ils ont signé un nombre de vétérans. Je vous affiche la liste à l'écran, mais on a du Tyron Woodley, du Fabricio Verdum, on a même du Vanderlei Silva, vraiment hallucinant, Alex Gustafsson, Thiago Santos, enfin voilà, je vous mets la liste. N'hésitez pas à mettre pause, mais j'ai halluciné quand j'ai vu Vanderlei Silva. Et puis surtout, ça va être très particulier. Tout ça est encore un peu flou, hein, donc tout ce que je vous dis, c'est à prendre avec des pincettes, mais il semblerait que ça va être des équipes de combattants. Donc chaque combattant appartiendra à une équipe. Lorsqu'il gagnera par finish, il fera gagner 4 points à son équipe. À la décision, 3 points. 2 points pour un match nul. 1 point s'il perd à la décision et 0 point s'il se fait finir. Donc les équipes vont s'affronter. Ça va vraiment être très particulier. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et ça va être sous forme de tournoi. Et à chaque fois, à la fin de la saison, on aura une équipe qui remportera le tournoi. Celle qui aura marqué donc le plus de points. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'espère que ça va pas être une usine à gaz. Et après, même si le concept est très bon, même si sur le papier ça semble intéressant, si le spectacle dans la cage ne délivre pas, malheureusement pour eux, ça va pas aller bien loin. Quand je vois un gars comme Vanderlei Silva, j'ai rien contre lui, j'ai adoré Vanderlei, mais aujourd'hui, ça semble compliqué de le voir combattre. Ils ont même signé Greg Hardy, d'ailleurs Greg Hardy, je vais vous passer une vidéo après, il a pris un méchant KO en boxe anglaise, mais vraiment, là vous allez, je vous raffiche les noms à l'écran, hein. Oleinik, Anthony Pettis, Junior Dos Santos. Ça me fait vraiment halluciner. J'ai hâte de voir ce que ça va donner maintenant, comme je le dis. Si les mecs sont tous en fin de parcours, le spectacle ne sera pas génial dans la cage, donc on verra ce que ça donne. Retour à l'UFC maintenant et Charles Oliveira qui pense que Topuria va être un bon atout pour la catégorie des poids légers, que c'est un gars très dangereux, mais maintenant il lui dit voilà, fais attention à ce que tu demandes parce que cette catégorie est aussi très dangereuse pour toi. Est-ce que les deux commencent à s'invectiver un petit peu? Je ne sais pas. En tout cas, Topuria a répondu que pour l'instant, il n'avait parlé de rien avec l'UFC. Ce qu'il a déclaré, sa montée en poids léger, etc., c'est lui seulement. L'UFC ne lui a rien déclaré. Lui n'a rien signé avec l'UFC. Donc on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, il a déjà conquis une catégorie pour le citer. Et il veut maintenant en conquérir une deuxième. La suite au prochain épisode. Arman Tsarukyan, lui, a posté une photo sur les réseaux sociaux. Il s'entraîne avec Adriano Martins. Pour information, Martins, c'est le seul à avoir battu Makhachev. C'était en 2015 et il l'avait mis KO. On va maintenant au Bellator PFL hein, et Vadim Nemkov qui va affronter Corey Anderson. C'est la 3e fois que les deux s'affrontent. Ça aura lieu le 25 janvier à Dubaï. Patricio Freire, hein, je vous disais que beaucoup de combattants veulent quitter le PFL parce qu'ils ne sont pas assez actifs. Lui en fait partie. Il estime savoir de quoi il est capable. Il sait qu'il est l'un des meilleurs au monde. Maintenant, il veut le prouver en devenant champion à l'UFC. Et il aimerait une nouvelle fois que le PFL le libère de son contrat. Sage Northcutt, lui, ça se passait mal pour lui au ONE FC. Il signe avec le PFL. Alors, est-ce que lui va être ravi du PFL? Je ne sais pas, mais en tout cas, la suite de sa carrière, ce sera là-bas. Paige Van Zandt, pardon, annonce qu'elle va être de retour très prochainement. Elle a touché à tout, hein, le MMA, la boxe anglaise, le barnacle, même les concours de gifles, hein, le power slap, donc je ne sais pas où ce sera. Mais en tout cas, si vous vous posez la question, elle sera de retour en action très prochainement. Muhammad Mokaev, qui avait été remercié par l'UFC suite à son dernier combat face à KP, pourtant il est toujours invaincu, mais on sait qu'il y a eu des problèmes de comportement qui n'avaient pas du tout plu à l'UFC. Ce week-end, il a combattu au Brave, justement, je vous disais jeudi, dans l'émission de jeudi, je crois, qu'on savait pas ce que ça allait donner, son adversaire avait déclaré forfait, ils lui ont trouvé un Philippin en dernière minute. Bon bah Mokaev s'est imposé par soumission au premier round, et après le combat, il a déclaré qu'il gagnait 3 fois plus d'argent au Brave qu'à l'UFC. Maintenant, tu comprends qu'il veut quand même faire son retour dans la Big League et prouver qu'il fait partie des meilleurs au monde. Cyril Gane, lui, déclare qu'il regarde ce qui se passe devant, et devant lui, à l'heure actuelle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa dernière performance, c'est soit Thomas Pinal, soit John Jones. Maintenant, il a entendu dire que Pereira souhaitait monter chez les lourds, et il serait ravi de l'accueillir. Alors moi, je vois pas ce combat se faire, très honnêtement. Je pense que si Pereira monte, c'est pour la ceinture. Donc à moins que Gane s'empare de la ceinture d'ici là, je ne pense pas. Maintenant, ce sera un très bon coup de promotion pour lui, affronter Pereira. Ça ferait énormément parler. Et puis avec Pereira, il y a quand même peu de chances qu'il se fasse amener au sol. Donc ce serait sûrement un combat de striking. Et ce serait quand même si je n'y crois pas, assez intéressant à suivre. La vidéo que je vous passe, hein, c'est Greg Hardy qui a pris ce KO en boxe anglaise en Russie. Alors lui, il a déclaré qu'il s'était rendu tout seul en Russie pour affronter le gars, sans coach, sans personne. Je ne sais pas si c'est vrai. Greg Hardy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ancien joueur de NFL qui a eu de gros déboires dans sa vie personnelle, hein. On a parlé de violence conjugale, etc. Il est arrivé à l'UFC, Dana White l'avait signé.
Dana White était totalement fan de lui. Finalement, il a fait quelques bonnes performances au début, puis ensuite il a pris de très méchants KO, donc il ne faisait plus partie de l'UFC. Maintenant, il sera au GFL, hein, je viens de vous le dire, mais là, il a pris un méchant KO en boxe anglaise. Je vous disais aussi la semaine dernière que Darren Till qui devait affronter Tommy Fury, Fury ne veut plus l'affronter maintenant. Il semblerait que ce soit Luke Dyson qui prenne le combat. Moi, vous savez, je suis pas un grand fan de boxe anglaise. S'il y a des connaisseurs, dites-le moi. Dyson, je vois des photos de lui avec beaucoup de ceintures sur internet. Maintenant, les ceintures en boxe anglaise, on sait ce que c'est. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça n'est qu'une rumeur? Je ne sais pas. Mais j'espère quand même que Till va avoir un adversaire qui va monter sur le ring parce que là, il commence à être inactif depuis un bon moment maintenant. Toujours dans le noble art, le 24 décembre, on devait avoir Naoya Inoue. Lui, j'adore, hein, c'est un japonais, j'en ai déjà parlé, c'est des catégories très légères. Il devait combattre le 24 décembre, malheureusement, son adversaire Goodman s'est blessé pendant un sparring. Il semblerait que le combat soit reporté au 24 juillet. Vous vous souvenez, lors de l'UFC 308 en Australie, lors de la conférence de presse ouverte au public, on avait un jeune combattant, Nabotov, qui avait demandé à Dana White de le signer à l'UFC. Dana White avait dit: «Je vais faire quelque chose pour toi». Il l'a fait combattre ce week-end sur la carte du Korean Zombie en Corée du Sud. La ligue du Korean Zombie, ça faisait partie du programme Dana White Looking for a Fight. Il s'est incliné, apparemment il n'y a pas eu photo, le mec en face était vraiment meilleur et surtout il n'a pas été malin, parce que malheureusement cette semaine il a posé beaucoup de problèmes à l'organisation. Il a essayé de négocier pour avoir des hommes de coin en plus et cetera, donc ça n'a pas du tout plu au Korean Zombie qui en a fait part à Dana White. Donc je pense malheureusement qu'il s'est définitivement cramé auprès de l'UFC. Le vétéran Chris Leben est maintenant officiellement un arbitre de boxe anglaise, donc comme quoi on peut avoir une vie en dehors de l'octogone. Et puis le français Bruno Suras qui a déjoué tous les pronostics, hein, en mettant KO, en s'imposant par KO au Mexique face à Jem Munguia, un boxeur qui était à 44-2 en carrière. Moi, vous le savez, la boxe anglaise, je le répète, je ne suis pas, mais c'était la grosse info du week-end. Victoire du français, personne ne s'y attendait apparemment. Donc félicitations à lui. Et puis écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Je vous affiche juste à l'écran une vidéo de sparring entre Henri Cerudo et Oumar Nurmagomedov. Nurmagomedov qui prépare son combat de championnat contre Merab Dvalishvili, s'entraîner avec Henri Cerudo, ancien double champion, médaillé olympique, et on le sait, Cerudo est toujours très actif. Je pense que ça ne peut lui apporter que du positif. Et tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Minute auditeur que je commence avec Axel qui me dit: Buckley, qu'on l'aime ou pas, la réalité est qu'il a fait aller à la décision un top 10 middleweight suivi d'une percée dans le top 10 welterweight et il est divertissant quand tu le vois combattre. Hâte de voir jusqu'où il peut aller. Tu me disais ça, c'était suite à ma dernière émission la semaine dernière. Bah là, on a vu, hein, il a pas déçu, il a répondu présent. Maintenant, j'avoue que j'ai un peu embarqué dans le train Buckley, même si j'ai hâte de voir ce que ça va donner contre l'élite de la division, parce que là, les Bilal Muhammad, Shavkat Rakhmonov et Yann Gary, il va falloir aller les chercher, mais je ne l'enterre pas. Et puis on avait Gaëtan Gigeli qui disait: oui, il est très sous-coté, Nassourdine a galéré contre lui, et Colby est dans un bourbier. Bah t'as eu le nez fin, parce que Colby en effet ne s'en est pas très bien sorti. Ensuite on a Hicham Bay qui me dit: qu'est-ce que tu penses des bruits qui circulent sur un possible combat BSD contre Pimblet à l'UFC Londres? Ça aurait de la gueule, mais personnellement je n'y crois pas trop. Pour l'UFC, ce serait beaucoup trop tôt dans leur carrière de les faire s'affronter. Ils voudront sûrement les préserver encore un peu, histoire de les faire monter plus dans le ranking et de les rendre plus bankable. Et pour BSD, après les 2 KO qu'il s'est pris, ce serait mieux pour lui de ne pas recombattre avant un an et de revenir en septembre. Je pense en effet que Benoît Saint-Denis a besoin de prendre du temps. On verra si c'est ce qu'il applique ou pas. Après, tu vois, Benoît Saint-Denis, là, je trouve qu'il a un peu dégringolé. Peut-être aux yeux de l'UFC, dans les yeux des fans aussi. Donc s'il perd contre Pimblet, là, ça va le faire un peu disparaître, hein, très honnêtement. Pimblet, par contre, ça va lui mettre une grosse hype. Et si Benoît Saint-Denis bat pas dit Pimblet, ça va le mettre sous le feu des projecteurs. Déjà, ne serait-ce que d'affronter Pimblet, ça va être très intéressant. Dans la cage, je pense que ce serait divertissant aussi. Est-ce que c'est un peu tôt? Je ne sais pas, parce que là, il y a un moment, Pimblet va aussi falloir qu'il prenne un autre gros nom. Et il a pris Bobby Green. Maintenant, Bobby Green, on sait que c'est pas Bobby Green, il est pas au top non plus. Donc prendre Benoît Saint-Denis, pourquoi pas, ça peut faire un beau combat. Même si je pense que là, l'UFC, si Pimblet est sur la carte de l'UFC Londres, ils vont peut-être essayer de lui mettre un plus gros nom en face. Maintenant, je peux me tromper. Ensuite, on a Axel qui me dit:
Khamzat recombattre? Point d'interrogation. Si on lui a promis la ceinture, il va rester 1 an sans combattre, jusqu'à son title shot. Je sais pas du tout. Attention, Chimaev, il a pas été très actif ces dernières années. C'est un rouleau compresseur, il détruit tout le monde, mais faudrait pas dans quelques temps qu'il commence à payer son inactivité, que le MMA évolue sans lui. Attention, pour l'instant, il est dans le truc, il a l'air d'être au sommet, mais ça peut aller très vite, hein. Regarde Covington, il était très bon, il était très dominant, et puis l'inactivité a tué sa carrière. Après, je sais pas ce que ça va donner, mais si Chimaev ne fait qu'1 combat par an, je pense que ça peut être compliqué pour lui dans quelques années, même si je peux me tromper. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Il y avait pas mal de choses à dire. Là, on va être 4 semaines sans UFC, forcément, je vais être un peu moins actif, il y aura un peu moins de news, il y aura un peu moins de choses à dire, donc je vais profiter de ce temps-là pour faire autre chose. Mais je serai toujours là. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Instagram, Twitter. Je poste des shorts sur YouTube aussi. Je pense que le format est plutôt bon. Donc n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut, bonne soirée.